Entre 2012 et 2014, un enchaînement exceptionnel de tempêtes a frappé le littoral aquitain. Par endroits, la côte a reculé de plus de 20 mètres, mettant au jour des vestiges d'occupation humaine ancienne. À la Lette du Gurp, plage du Nord-Médoc, l'homme a jadis occupé les abords d'un ancien marais. Des chercheurs du LABEX, Sciences archéologiques de Bordeaux, et du LABEX Côte ont commencé à travailler sur ce site en 2014 dans le cadre du programme de recherche LITAC, reconstituer l'histoire du littoral aquitain pour prévoir son évolution. C'est dans ce cadre qu'une cuve en bois tressé a été découverte. Datée de l'époque néolithique, environ 3000 ans avant notre ère, cette structure devait probablement servir à la production de sel, activité bien attestée à cette époque sur la façade atlantique mais encore inconnue en Aquitaine. Aussitôt après la découverte, une autorisation de sondage est délivrée en urgence par le département des recherches archéologiques subaquatiques et sous-marines. Il va falloir faire vite, car à tout moment l'océan menace de faire disparaître la butte résiduelle qui contient la cuve, encerclée par les eaux à marée haute. Il faudra donc intervenir entre deux marées. Il s'agit là d'une véritable opération de sauvetage. Alors en fait, la découverte de ce panier à saumure, elle s'inscrit dans le contexte d'un site archéologique qui est déjà connu depuis plusieurs dizaines d'années, qui a été antérieurement fouillé. Mais il se trouve que suite aux tempêtes assez exceptionnelles de l'hiver 2013, ce site archéologique s'est retrouvé totalement mis à nu, totalement découvert du contexte sableux. Et donc il a fallu organiser en urgence une fouille archéologique. Le rôle du service régional d'archéologie, ça a été d'une part d'avoir l'organisation technique et financière, de mettre en marche les moyens financiers et techniques, d'avoir un recrutement et de solliciter les chercheurs qui allaient supporter l'activité scientifique de fouille de ces vestiges archéologiques, donc de réunir une véritable équipe scientifique. Et puis notre rôle aussi, ça a été d'assurer, je dirais, la totalité de la chaîne opératoire de l'étude de ce site archéologique. C'est-à-dire qu'il y a la phase de terrain, il y a la phase d'étude et derrière la phase de valorisation. La fouille du site de la Lette du Gurp a nécessité d'élargir les collaborations, notamment pour étudier le néolithique, période à laquelle la cuve a été fabriquée. Ainsi, des chercheurs des laboratoires TRACE, Travaux et Recherches archéologiques sur les cultures, les espaces et les sociétés, de l'Université de Toulouse et du CREA, Centre de recherche en archéologie, archéosciences, histoire du laboratoire de recherche de l'Université de Rennes, ont rejoint l'équipe. Le panier, j'appelle ça un panier, mais la cuve à saumure, a été découverte, donc je le disais, dans des conditions un peu d'urgence, puisque directement liées à des épisodes de houle, de forte houle, qui permettent à l'érosion de progresser chaque fois davantage. Donc à partir du moment où nous avons vu apparaître la structure, il a fallu monter très très vite une opération de fouille. Et cette opération de fouille s'est faite dans des conditions très particulières, puisque nous sommes tenus de calibrer notre temps de travail en fonction des horaires des marées. Nous travaillons en marée basse, évidemment, donc entre deux marées, et le temps de travail est très court, il nous oblige à agir très très vite. Et là, en l'occurrence, l'objectif que nous nous étions fixés, c'était de prélever le bloc directement en motte, sans avoir à le fouiller sur place, ce qui nous permettait de l'évacuer et de l'entreposer à un endroit où on pourrait l'étudier plus calmement, plus tranquillement. Nous l'avons prélevé avec un gros godet de pelle mécanique. Après avoir détaché le bloc de la partie du site proprement dit, cette opération s'est faite, on a un peu expérimenté de nouvelles techniques de fouille, puisque à ce moment-là, l'argile étant très compacte, pour aller plus vite, on a essayé de tronçonner le bloc à la tronçonneuse pour le détacher du reste de la stratigraphie et pouvoir l'emporter. Entre juillet et novembre 2015, le panier est entreposé dans les locaux techniques de la mairie de Soulac-sur-Mer. La paroi extérieure du panier est d'abord dégagée, puis va être préparée et conditionnée pour être transportée vers l'atelier Arc Nucléart de Grenoble, un laboratoire spécialisé dans la conservation et la restauration des objets archéologiques en bois. Je suis restaurateur à l'atelier Arc Nucléart, l'atelier régional de conservation Arc Nucléart qui se trouve à Grenoble et qui est dédié à la conservation des objets archéologiques, organiques, humides et qui, si on ne fait pas un travail de conservation, sont vraiment destinés à disparaître. Et nous, on va faire des consolidations à l'aide de résine afin de pouvoir sécher l'objet en leur conservant leur forme.
Alors cet objet il est extrêmement fragile puisqu'il est sur un bloc d'argile qui est fendu en deux, avec le risque de le voir s'ouvrir totalement. Donc nous, pour pouvoir le transporter, on va faire un coffrage autour de l'objet. Vous voyez que déjà il est recouvert d'une petite chape de plâtre et ensuite on va faire un coffrage avec des planches de bois et un calage. Et une fois que ce travail de mise en sécurité sera réalisé, eh bien, on percera dans la motte d'argile sous l'objet des trous pour glisser des pièces de bois qui constitueront le plancher d'une grosse palette qui permettra la manutention et le transport de l'objet. Nous, en fait, arrivés à Grenoble, le travail qui sera à notre charge, ce sera en fait de donner tous les moyens à l'équipe de Florence Verdun de fouiller l'intérieur de cette cuve qui actuellement est remplie de sédiments et qui recèle certainement d'un certain nombre d'informations archéologiques qui les intéressent. À Grenoble, dans les locaux du commissariat à l'énergie atomique qui héberge l'atelier Arc Nucléart, le panier est fouillé afin de poursuivre son étude. La cuve avait été dégagée sur tout son pourtour à Soulac-sur-Mer, mais l'intérieur restait comblé de sédiments. À l'atelier, l'intérieur de la cuve est dégagé et le sédiment argileux est prélevé pour être étudié. Au fur et à mesure que le sédiment est retiré, la structure du panier est également consolidée. On peut supposer que les paniers servaient au traitement de l'eau et du sel. Une fois l'eau évaporée, il était alors possible de récolter le sel. Nous sommes en train de dégager l'intérieur de cette cuve. Donc nous retirons tout le sédiment argileux qui était contenu dans le tressage. Nous l'avons fouillé par moitié de façon à déjà avoir une idée du processus de remplissage. Donc nous avons fait un certain nombre de prélèvements à l'intérieur du sédiment pour retrouver un certain nombre de témoignages de l'évolution du paléo-environnement sur ce site et pour essayer de retrouver évidemment aussi du mobilier archéologique. Alors il y a très peu de choses malheureusement dans le comblement, il y a quelques tessons, quelques éclats de lithique, mais vraiment très peu de choses. Et nous avons aussi tamisé un certain nombre, on a échantillonné, disons, ce sédiment pour essayer de retrouver d'autres témoignages de type malacophone, donc petits escargots, charbon, graines, qui vont nous donner des informations sur la flore et la faune liées à ce milieu très particulier, donc un milieu de marée intertidale. Effectivement, on s'attendait à avoir un panier avec une paroi verticale, pas forcément de fond, donc ça se confirme, on n'a pas de fond construit en bois. C'est vraiment un panier dont on a posé les pieds sur une couche tourbeuse, mais qui n'est pas construit au fond. Par contre, on a effectivement découvert des choses un peu curieuses, mais dont on a un peu le souvenir à d'autres endroits sur ce secteur du littoral. C'est-à-dire qu'en fait, on a deux bois qui sont mis en forme de V à l'intérieur de la structure, manifestement pour étayer les parois, 2 bois en travers et un troisième à un niveau un peu plus bas. Donc vraisemblablement, il s'agissait de conforter les poussées. Donc il faut sans doute imaginer une cuve enterrée en fait. Et justement, pour empêcher la pression de s'exercer sur les parois, on mettait ces étais en travers. Des échantillons de sédiments sont envoyés au laboratoire EPOC à Bordeaux. Dans le sédiment seront recherchés les restes fossiles comme par exemple les pollens ou les débris ligneux, bois, qui vont donner des indications sur le cadre végétal de l'époque et vont permettre de préciser les conditions environnementales lors de la construction du panier. Les échantillons sont soumis à une batterie de traitement et d'analyse sous la direction de Frédéric Hainaut, enseignant-chercheur à l'Université de Bordeaux, qui travaille sur l'évolution des environnements et du climat passé. Alors le laboratoire EPOC est un laboratoire qui est spécialisé plus particulièrement dans l'étude des sédiments océaniques. Donc là je me trouve notamment devant un appareil qui est un appareil propre à la structure d'EPOC, avec un continuum en fait, d'appareillage qui permettent de faire un scan, un logging des sédiments sans détruire ces sédiments. Donc on va avoir accès à des informations qui nous permettent de voir s'il y a eu des changements environnementaux ou si, sous la pression d'autres aléas, comme les aléas sismiques ou volcaniques, il y a des particularités enregistrées dans le sédiment. Qu'est-ce qu'on recherche précisément dans cette série sédimentaire? Donc ce sont un petit peu comme des enquêtes policières qu'on mène, nous, dans nos archives sédimentaires. Toujours avoir des indices qui nous parlent de changements. Changement, là, on le voit puisqu'on est directement dans une combinaison entre ce que l'homme a pu faire, puisqu'on est dans le contenu d'un panier, et donc peut-être des changements plus naturels
Une fois que l'homme a utilisé ce panier, il l'a laissé sur place. Et donc, il y a eu un remplissage qui a pu se faire. Donc, nous, ce qu'on recherche, c'est des indices qui nous permettent de dire que dans le panier ou à l'extérieur du panier, on a soit la même série. Donc, à ce moment-là, ça voudrait dire que l'homme n'a pas agi dans le remplissage. Il a abandonné le site. Et puis, tout ça s'est fait à volo, un petit peu comme quand on laisse une piscine sans la nettoyer. La piscine va finir par se remplir au fur et à mesure du temps. Et donc, si au contraire, on a des choses qui sont complètement différentes, ça pourrait témoigner d'une activité humaine qui a perduré sur le site pendant donc toute justement ce qui était la phase de remplissage latéral, donc extérieur au panier. Et donc là, c'est aussi une donnée importante par rapport à la durée de cette occupation et de l'usage que les hommes du néolithique ont pu faire de ces structures tressées. Au laboratoire Époque, Michael Carpentier, étudiant en océanographie à l'Université de Bordeaux, a quant à lui tenté de faire parler les sédiments présents au fond du panier en analysant les différents éléments chimiques piégés dans ce sédiment. Du coup, j'ai étudié le sédiment qui est au fond du panier. Donc, il y a eu 2 prélèvements qui ont été faits au fond du panier et à peine au-dessus, à la surface. Donc moi, j'utilise ce qu'il y a au fond. J'ai utilisé plusieurs éléments comme aluminium, potassium, silice, brome et le calcium. Brome et calcium sont plutôt des éléments biogènes, donc utilisés par les organismes et qui traduisent plutôt une influence marine, donc, alors que l'aluminium, silice et potassium sont plutôt des éléments terrigènes. Donc cela permet, en faisant le ratio de l'un sur l'autre, de savoir quelle était l'influence plus ou moins marine au moment du dépôt du sédiment. Les prélèvements et analyses réalisés par le laboratoire Époque nous apportent un certain nombre d'informations sur l'environnement dans lequel a été découvert le panier. Tout d'abord, les chercheurs ont découvert que les paniers reposaient sur un sol riche en soufre daté de 5000 à 4000 ans avant Jésus-Christ. Cette concentration anormale de soufre peut avoir plusieurs origines, mais toutes font appel à une combustion naturelle ou non de la matière organique alors présente en grande quantité dans le sol. Les analyses réalisées sur les sédiments prélevés nous apprennent que le site était probablement un site de marécage et non un site marin, comme aujourd'hui. En effet, lorsque la dernière période glaciaire s'achève, les glaciers boréaux fondent et le niveau marin remonte de 120 mètres. 6000 ans avant notre ère, le littoral se trouve alors à quelques kilomètres en mer. L'autre point intéressant sur le site de la Lette du Gurb, c'est que c'est un site qui était installé autour d'un ancien marais littoral, donc ouvert aux influences de l'océan, un milieu intertidal, donc soumis à l'influence des marées. Et dans ce marais, la sédimentation s'est accumulée sur plusieurs mètres d'épaisseur, ce qui nous donne la possibilité d'avoir des archives sédimentaires qui documentent les différents états et l'évolution du paysage depuis le Mésolithique jusqu'au début de l'Antiquité. Enfin, les analyses sédimentaires nous apprennent que les paniers ont été abandonnés sur place vers moins 3000 ans avant Jésus-Christ, puis ensevelis naturellement dans les argiles laissées par les marécages. Le remplissage des paniers semble cohérent avec les dépôts accumulés à côté des paniers. On trouve les mêmes sédiments à l'intérieur du panier et à l'extérieur. La découverte du panier là, dans les fouilles récentes, c'est une découverte assez exceptionnelle parce que c'est pour l'instant l'unique témoin de ce type-là sur le littoral. Il est daté du milieu du 4e millénaire avant notre ère, donc on va dire un peu plus de 2 millénaires après l'arrivée des premiers néolithiques. Pour l'instant, pour son utilisation, c'est encore discuté. On est plutôt sur une hypothèse d'exploitation du sel, de collecte de saumure et de cristallisation du sel. C'est une période d'intense occupation de la bordure littorale avec la construction de grandes enceintes à fossés qui viennent barrer tout le littoral atlantique. Jusqu'à maintenant, l'exploitation du sel, on la connaissait par des vases en céramique. Ces céramiques elles étaient donc chauffées, donc on chauffait l'eau salée et on récupérait ensuite le sel une fois l'évaporation de l'eau terminée. Et donc on pense que ce panier, c'est sans doute l'étape juste avant qui consistait finalement à récolter l'eau et à la filtrer. Le site de la Lette du Gurb, il est intéressant pour différentes raisons, parce que c'est un des seuls sites sur le littoral atlantique où on a des témoins du tout début du néolithique. Il faut savoir que le néolithique, c'est le passage à une économie de production
On passe de société de chasseurs-cueilleurs à une société une économie de production, donc ils deviennent agriculteurs, éleveurs. On sait qu'ils arrivent sur le littoral atlantique aux alentours de 6000 avant notre ère. Et sur le site de la Lettre du Gurp, on a des témoignages des sociétés antérieures au néolithique, qu'on appelle le mésolithique, donc les derniers chasseurs-cueilleurs, et les témoins du début du néolithique. Donc on a ce passage qui est assez rare finalement sur le littoral atlantique. Devant cette découverte exceptionnelle, l'État a décidé d'accorder des moyens non seulement à la recherche, mais aussi à la valorisation de cet objet en vue de sa conservation et de sa présentation au public. Le financement de la restauration et de la présentation de la cuve à Saumur va être pris en charge à la fois par la mairie de Bordeaux, le musée d'Aquitaine, et à la fois par la DRAC SRA, qui finance la restauration des objets des musées. Mais l'arrivée du panier qui pèse 400 kg, sans son socle, au musée d'Aquitaine ne va pas sans problème et va nécessiter des aménagements spécifiques. Vincent Mistreau, attaché de conservation du patrimoine au musée d'Aquitaine, nous explique. Accueillir une pièce d'une telle fragilité, mais aussi d'une grande taille, implique des contraintes qui sont assez fortes. Déjà, nous sommes dans un musée qui est un bâtiment ancien, et donc la surface au plancher n'était pas faite pour supporter un objet d'un tel poids. Donc on va devoir réaménager la muséographie, que ce soit dans le parcours de visite, mais aussi dans la forme des vitrines. Et pour cela, nous allons faire une vitrine qui est déjà thermorégulée, ainsi que pour l'humidité, afin de conserver cet objet dans les meilleures conditions possibles. L'intérêt de récupérer la cuve à Saumur découverte à Soulac, c'est qu'il s'agit d'une pièce unique et tout à fait exceptionnelle, qui rentrerait parfaitement dans les thématiques du musée d'Aquitaine, car nous avons de belles collections du néolithique, mais pour l'instant on n'avait absolument rien sur le commerce du sel avant l'époque gauloise. Donc pour nous c'est vraiment remplir un manque qu'on avait dans les collections du musée. Ainsi, avec la présentation du panier au public, une belle histoire s'achève, celle d'une découverte exceptionnelle, d'un sauvetage dans l'urgence, d'une collaboration exemplaire. Aujourd'hui, le panier part à la rencontre de son public et avec lui, un fragment de notre histoire.